Base. C'est good. Bon, bah allez, on y va. Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles de personnes qui font autorité dans leur domaine d'expertise pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu et j'accompagne les fondateurs et dirigeants sur leur personal branding pour bâtir leur autorité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de cuisiner Pierre Hérubel. Salut Pierre. Salut Mathieu, merci pour l'invite. Au plaisir de Ben, parler de contenu personal brand. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, tu es l'un des Français, si ce n'est le Français le plus suivi au monde en marketing B2B. Tu viens concurrencer des Américains qui sont sur un beaucoup plus gros marché. Tu es numéro 1 français en marketing sur LinkedIn selon le classement Favicon, tout simplement. Et ce qui est fort, c'est que tu t'es lancé il n'y a pas si longtemps, tu t'es lancé il y a 3 ans, d'après ce que j'ai noté. Avec, en plus, et ça je trouve ça encore plus fort, il y a un petit mystère d'ailleurs, c'est une ligne ultra experte. Ça veut dire que toi, tu racontes pas du tout ta vie sur les réseaux. On voit pas beaucoup de photos de toi et ce que tu as fait le week-end dernier. Tu montrais d'ailleurs à la base quasi jamais ta tête. Tu commences à le faire un peu plus maintenant. Vraiment, il y a peu de posts personal branding avec du storytelling, là où tout le monde raconte que LinkedIn, ça devient Facebook, ça y est, c'est n'importe quoi, etc. Bah non, toi, tu prouves qu'en fait, on peut réussir avec un contenu expert ultra poussé. Et ça marche puisque tu fais du chiffre d'affaires chaque mois grâce à ton contenu expert sur LinkedIn. Tu en as fait pour toi, tu en fais maintenant pour ton agence, Content Pass. Et du coup, bah voilà, je pense que ça peut intéresser du monde parce qu'aujourd'hui, la question, n'est plus de savoir s'il faut faire ou non du contenu. Je pense que la question peut se poser pour certains dirigeants, certains marchés, mais en marketing de service B2B, la question, elle se pose quasiment pas quand on a une boîte, en tout cas, qui se lance. On pourra revenir sur les phases de boîte et les contextes dans lesquels c'est plus intéressant. Mais la question, c'est surtout de comment faire pour que ce soit efficace et durable. Et donc, que ça génère de l'autorité, du cash, de la visibilité, de la marque employeur, de la fidélité client. Et donc, la question fil rouge que je voudrais te poser dans cet épisode et qui va dont vont découler toutes les autres questions, c'est comment augmenter ses revenus grâce au contenu sans se travestir, c'est-à-dire en restant focus sur son expertise et pas en racontant sa vie. Voilà, toi, tu as la particularité de t'exprimer en plus uniquement en anglais sur LinkedIn et sur tes autres canaux, on va en parler. Et pour une fois, on va avoir le privilège de t'entendre en français. Pierre, bienvenue. Je vais d'abord te laisser te présenter. Ok, bah merci pour l'intro. Euh, Moi, je suis en Thaïlande depuis 9 ans à peu près. Je suis arrivé en Thaïlande en 2018, euh, non, 2016, pour bosser à l'ambassade de France en fait. J'étais chargé de com à l'ambassade. J'ai appris beaucoup de choses sur la communication, comment bien comprendre son audience, comment communiquer avec un positionnement qui était très clair. Donc, quand tu parles de l'ambassade de France, tu as un positionnement très clair. En fait, je m'occupais de faire la communication des événements, des programmes scientifiques, des programmes culturels, etc. Et après, j'ai fait un virage à 180 degrés sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai d'abord été associé dans une agence de communication classique où j'ai fait de l'intrapreneuriat. En gros, cette agence, elle bossait avec l'ambassade et donc je suis passé côté agence. Et on faisait des sites web, on faisait des campagnes de com sur 6 mois, tu sais, à l'ancienne, vraiment une agence 360 degrés. Après ça, j'ai été freelance où je faisais beaucoup de Facebook Ads. Et c'est là où j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le marketing digital en soi. Et je travaillais avec des coachs et j'avais créé une méthode propriétaire de 3 mois où je construisais des tunnels de vente en fait pour les coachs avec un, un produit low ticket à 27 dollars, un produit medium ticket qui était plutôt aux alentours de 500 et un produit high ticket à 3000 dollars sur 3 mois, tu vois. Et je faisais ça avec plusieurs coachs. Il y en avait où ça marchait très très bien. Il y en avait où ça marchait moyennement. Et à l'époque, sur les coachs, le personal branding, c'était beaucoup sur Instagram en soi. Et Ok. Facebook, c'était déjà super important, tu vois. Mais c'était plus côté coach, donc c'était pas du B2B. Et d'ailleurs, ce qui se passe sur ces milieux-là, ça arrive en B2B 5 ans après en général. Donc c'est pour ça, c'est arrivé sur LinkedIn par la suite. Ouais, je faisais du freelance et après j'ai rencontré mon associé de l'époque, Alain. On a monté une boîte qui s'appelait Redot.
où on faisait du commando. Donc le commando, c'est du growth où pendant 2 mois, on testait des canaux d'acquisition. Donc on testait Google Ads, Meta Ads, Cold Emailing et LinkedIn aussi, et d'autres canaux un peu plus, enfin un peu différents. Et à la fin, on me disait, OK, ça marche, ça marche pas, on te conseille d'aller là-dessus. Ça marchait très bien avec les grands groupes ou avec les startups qui venaient de commencer, forcément. Et on a vendu la boîte en 2023 à Bulldozer. Ok. Et en gros, Bulldozer faisait à peu près la même chose et on progressait ensemble, enfin en concurrence, mais sur le même marché. Et on a eu une bonne entente et voilà, on a vendu à Bulldozer. Et après, je suis devenu solopreneur. Donc à ce moment-là, je me suis spécialisé dans le contenu. J'ai eu un passage du growth marketing vers le contenu quand je me suis rendu compte que tout simplement, ça faisait plus de performance. Donc je notais une baisse de performance sur le cold email, sur le paid ads. Sur le paid ads, c'était surtout que ça devenait plus cher. Et en parallèle, je voyais une grosse croissance en contenu, notamment sur LinkedIn, newsletter et YouTube. Ouais. La triptyque en fait en B2B qui marche très bien, on pourra en reparler. Et donc j'avais déjà commencé à poster du contenu sur LinkedIn depuis janvier 2022. J'avais commencé pendant quand j'avais l'agence pour générer du lead en fait. Et je me suis dit ok, all-in sur le contenu. Donc en 2023, j'ai d'abord fait du consulting et après j'ai voulu dépasser voilà la barre des je sais plus, c'était 20 k par mois, quelque chose comme ça, et je voulais aller plus loin sur sur mon soloprenariat. Et donc j'ai créé un produit, j'ai créé un cours, et j'ai appelé ça le Authority First Framework. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé les meilleures stratégies de contenu à la fois de mes clients, mais aussi de ce que je voyais sur le marché. Et je Mhm. me suis rendu compte qu'il y avait un framework qui était très populaire, qui était le TOFU, MOFU, BOFU, donc top of funnel, middle funnel, bottom funnel. Et en fait, je me suis mis en opposition à ce modèle-là, à ce framework-là, en disant il faut plutôt partir de l'autorité et du contenu expert, et ensuite faire un tout petit peu de contenu personal brand et un peu de contenu offre. Et donc j'ai lancé ce modèle et ça a attiré beaucoup de boîtes qui se sentaient plutôt attirées par ce framework-là, plutôt que, comme tu disais, raconter ce qu'on a fait le week-end, etc. Donc le cours a très bien marché, beaucoup de clients. Et j'avais beaucoup de demandes euh, aussi de Done for You. En gros, beaucoup de DM où on me disait j'aimerais bien avoir des infographies experts, Mhm. j'ai du mal à mettre en valeur mon expertise. Donc j'ai décidé tout simplement de lancer une agence pour faire du Done for You. Et en janvier 2025, on a lancé officiellement l'agence Content Path. Et donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des knowledge centers pour les entreprises avec toutes leurs vidéos YouTube, toutes leurs newsletters, enfin toute leur knowledge. Et on fait aussi des interviews, surtout quand ils n'ont pas encore de knowledge center. On transforme ça en infographie, carousel et aussi des posts. On publie sur LinkedIn et après on va analyser les engagements et on va envoyer la liste de tous ceux qui ont engagé avec un prompt qui va analyser si c'est un ICP fit ou pas. ICP fit, c'est voir en gros si ça correspond à votre client idéal. Et on fait ça voilà depuis janvier, ça marche super bien. Il y a une grosse demande au UK, aux US et en France pour plusieurs raisons en fait sur lesquelles je pourrais revenir. Et à côté de ça, j'ai toujours mon business de formation et de coaching également. Et là, pendant les 3 mois actuellement, là, je fais un focus sur l'agence parce qu'on a une très bonne team. On a un CEO, un COO, des ghostwriters, des designers, et on a beaucoup de demandes. Donc, je fais un focus pour faire croître l'entreprise. Et on est vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se nicher. Nous, on fait un vrai focus sur le contenu visuel, en fait, parce que c'est ce que tout le monde demande, tout le monde recherche. Et d'ailleurs, j'ai mis à jour notre landing page récemment, et j'ai eu plein de leads après avoir mis à jour en vraiment en insistant, pardon, sur le côté visuel de notre offre. Mhm. Et Euh, voilà, donc là, j'en suis là en ce moment. ouais, mais pardon, je ne veux pas te couper, mais merci beaucoup pour le, pour le débrief sur le parcours. Ça plante bien le décor. Bah, juste pour terminer de planter le décor, parce que tout à l'heure, j'ai dit, ouais, marketeur B2B, l'un des Français les plus suivis au monde. Toi, aujourd'hui, là, on a fait le point sur tes activités. Ton audience, est-ce qu'on peut juste faire le point sur ton audience en termes de taille d'audience et de canaux sur lesquels tu es aujourd'hui? Ouais.
Donc, principalement, j'ai commencé en janvier 2022 sur LinkedIn. Là, j'ai 148 700 followers sur LinkedIn. Ensuite, j'ai ajouté la newsletter, qui est un très bon asset que je recommande à tout le monde, sur Substack. Et là, j'ai 28 000 subscribers sur Substack. Et j'ai YouTube avec 8 500 subscribers. YouTube assez particulier, j'ai deux grosses vidéos qui portent toute la croissance de la chaîne. Et j'ai eu un switch il y a pas longtemps parce que moi je viens de LinkedIn où en gros tu fais un post par jour et tu ships, tu vois, tu fais beaucoup de Ouais, contenu. Sur YouTube, j'ai eu une petite révélation en fait quand j'ai vu ces vidéos qui après un an m'envoient 10 emails par jour qualifiés, tu vois, de gens qui sont ouais, intéressés par ce que je fais. Enfin qualifiés, je sais pas à quel point évidemment, mais voilà, des personnes qui sont intéressées par LinkedIn en tout cas. Et j'ai compris en fait que sur YouTube, il fallait créer des assets long terme. Et là, je me suis mis dans une démarche, j'ai fait une petite pause et je me suis mis dans une démarche où je vais vraiment créer des masterclass à chaque fois en fait. Pas juste hmm, je vais faire une vidéo puis une autre, c'est vraiment chaque vidéo, faut que je sois 100% fier de la poster. Alors sur ouais, LinkedIn, tu vois, tu peux dire OK, j'envoie, même sur la newsletter, je peux dire j'envoie, ça va pas tout changer. Mais une vidéo YouTube peut complètement transformer ta hmm. chaîne. Donc voilà mes trois canaux et je fais des tests sur Reddit en ce moment. Je fais des posts sur des canaux dédiés. Là, j'ai fait un post à 22 000 vues sur Reddit Waouh, récemment. Ça marche pas mal. C'est un bon canal aussi. ok. Ah, incroyable. Alors, j'avais jamais entendu quelqu'un dans ce podcast qui m'avait parlé de Reddit. Pour Ouais. moi, c'est le forum pour les devs, quoi. Je Enfin, t'explique beaucoup. pourquoi. C'est dans un contexte particulier, c'est que les ChatGPT notamment, des fois, il Ouais, va référencer Reddit en fait. Et c'est ok. très bien pour le référencement. Et en gros, il y a beaucoup de gens qui en ont marre du contenu IA. Et donc, ils Ouais. vont sur Reddit justement parce qu'ils savent que c'est des vraies personnes qui répondent. Hmm. Et là, je fais des tests et ça marche super bien. Ok, Reddit, bonne astuce pour ceux qui veulent aller Ça, checker. Je crois que ouais, quelqu'un m'avait parlé aussi de tests, toi qui es très visuel, de quelqu'un qui faisait des tests de posts sur Pinterest. Et ok. c'était très bien aussi parce que c'est un moteur de recherche assez puissant, très utilisé, qui peut permettre de remonter sur des mots-clés intéressants. Mais avant de rentrer dans les trucs trop geeks, LinkedIn, newsletter, YouTube avec une audience quand même massive à chaque fois parce que tu es quand même sur des sujets très très experts. Donc c'est d'autant plus balèze, notamment sur une newsletter, avoir 28 000 personnes sur un sujet de niche comme ça, c'est très fort. Moi, ma newsletter Substack, j'ai 4500 followers et c'est long. Je peux dire que c'est Long, ouais, vraiment c'est long. super long. C'est vraiment long à grossir. C'est intéressant juste ce que tu disais. Je note que c'est vrai qu'il y a une différence fondamentale dans les contenus. En fait, c'est comme en finance, on parle de stock et de flow. Bah, dans les contenus, c'est un peu pareil. Il y a des contenus de flow, de flux, et des contenus de stock. Et LinkedIn, c'est vraiment du contenu de flux, c'est-à-dire qu'il va être quasiment éphémère. Il va durer un ou deux jours. Par contre, il apporte beaucoup de flux, beaucoup de visibilité. Alors qu'une vidéo YouTube, c'est du contenu de stock et ça doit être pensé comme tel. Si c'est du contenu qui se périme pas, comme c'est référencé sur Google, que c'est lié à des mots-clés, ça peut ramener autant de gens dans un an, voire même peut-être plus dans un an que demain quand elle est postée. Donc effectivement, ça implique de les réfléchir complètement différemment, quoi. Tout à fait. Ouais. Euh, donc ouais, super réflexion et je pense que c'est important dans toute stratégie d'avoir à la fois du flux et à la fois du stock pour si on pense long terme en tout cas. Ce qui est Euh, magique avec YouTube, c'est que déjà, tu as une grosse barrière à l'entrée, parce que c'est beaucoup plus dur de faire une ouais. vidéo YouTube qu'un post LinkedIn. Parce que par définition, tu as le script, trouver l'idée, la miniature, ensuite bah, monter la vidéo, etc. Donc, tu as une très grosse barrière à l'entrée, mais tu as aussi, comme tu disais, stock et flux. Mais en fait, là, tu as les deux sur YouTube. Parce que tu peux faire des vidéos qui vont être des vidéos, YouTube les qualifie de hero, où en gros tu vas attirer du monde sur une news par exemple ou un hot topic, et tu vas avoir des vidéos plus SEO qui vont générer des vues. Là j'en ai une par exemple, c'est How I write a LinkedIn post that make 100,000 views. Et là elle est à 70 000 vues, tu vois. Et tous les jours ça fait des vues. Et j'ai d'autres vidéos où je vais plus forcer sur une actu par exemple, même si Hmm. je suis meilleur sur la partie SEO en soi. Et donc, tu peux avoir les deux sur YouTube. Donc, c'est un très bon canal.
Et je pense que vu qu'il va y avoir beaucoup de contenu IA, beaucoup de personnes vont se diriger vers YouTube très prochainement en B2B. Ouais, j'ai vu des anciens, en tout cas des ex patrons d'agences ou de boîtes B2B comme Guillaume Moubèche ou Grégoire Gambato qui étaient très forts sur LinkedIn et qui ont complètement abandonné LinkedIn pour se lancer sur YouTube, d'ailleurs sur des formats hyper minimalistes, authentiques, où ils sont juste une, euh, une prise face caméra pendant 10 minutes. Ouais. Genre on oublie tous les trucs de studio, etc. Toi, je voulais comprendre, toi qui fais du YouTube, et après on reviendra sur LinkedIn, parce qu'on parle de la triptyque là, du marketing B2B. Une vidéo YouTube, pour toi, c'est quoi en investissement temps et argent, tu vois? Juste pour que les gens comprennent, tu parlais de barrière à l'entrée, c'est vrai que c'est du temps, quoi, et de l'argent, souvent. Alors moi, quand j'habite en Thaïlande, donc le studio, c'est, je sais pas, il faut compter 100 euros par heure peut-être, quelque chose comme ça. Ok, Et donc en 1 heure, avant je faisais pas de script, et là j'ai fait des scripts et c'est beaucoup plus rapide, donc je peux en faire deux, trois par heure en 1 heure. Avant en 1 heure j'en faisais que une et je galérais vraiment. Ensuite j'ai des monteurs en externe hein, évidemment, enfin j'ai pas recruté full time. Euh, et donc ils prennent 1 000 $ pour 4 vidéos, tu ok, vois. C'est vraiment quali. Et après, en termes de temps en plus, ben, c'est des sujets que je connais très bien en général, ce dont je parle, donc ça va. Et c'est aussi du repurposing de ce qui a marché sur LinkedIn ou sur ma newsletter. En fait, j'ai un système où je teste les sujets sur LinkedIn, même si je sais de base ce qui va être intéressant ou pas. Derrière, si ça marche très bien, je fais une newsletter, j'expand. Et si la newsletter marche bien, je fais une vidéo YouTube. Donc, je fais ça. Et d'un autre côté, je fais plus des recherches de SEO avec vidIQ, VIDIQ. Et donc voilà, la partie recherche prend pas trop de temps. Par contre, la partie idéation, trouver la bonne idée, la bonne minia, ça met plus de temps, tu vois. Bah, il faut ok. quand même. Donc voilà, c'est plus un investissement de temps que d'argent, mais le retour sur investissement est vraiment incroyable, honnêtement, quand tu le fais bien. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de justement cette mouvance de vidéos plus minimaliste où tu fais une prise, tu parles de ce que tu... Là, tu m'as dit que tu étais à Budapest. Bah, là, tu fais une vidéo de 10 minutes à Budapest où tu parles de ton expertise. C'est pas aussi quali que dans un studio. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour à ça, parce qu'il y a eu une grosse mode des studios à un moment, de grosses productions, et qu'en fait, les gens ont de plus en plus, justement, avec l'IA, besoin d'avoir la personne et du fond, quoi, plutôt que toute la forme. D'un point de vue général, c'est vrai que quand tu as une tendance et tu vas prendre l'extrême opposé et ça va bien fonctionner. En fait, ce type de vidéo, RAW, en gros, va bien fonctionner euh, dans des cas très précis. Premièrement, ça c'est quelque chose qu'on oublie, mais il faut être intéressant et avoir tu vois, une rhétorique intéressante, enfin de la profondeur de pensée où tu peux déballer comme ça assez rapidement. Par exemple, Grégoire Gambato, il est très intéressant à écouter parce que tu vois, il va faire des apartés, il va donner des cas très précis de ce qu'il a vécu. Donc voilà, il y a de la profondeur en fait, et c'est ça il te livre tout ce qu'il a vécu. Donc si toi tu commences ton business et tu vois, tu essayes de faire ça, peut-être tu n'auras pas autant de choses à raconter. Donc dans ce cas-là, il faudrait peut-être plus préparer des vidéos. Deuxièmement, il y a la langue. Moi, je le fais pas parce que je suis pas aussi à l'aise en anglais qu'en français et je publie en anglais en fait. Ok. Donc, là, ce que j'explique, par exemple, j'aurais plus de mal à l'expliquer en anglais. Mais par contre, je pense que c'est un bon format dans le cas, dans le premier cas, et aussi si tu as déjà une audience qui est intéressée par ce que tu fais, c'est déjà un plus, honnêtement. Ok. Donc là, en fait, toi, tu disais au début, autre chose très intéressante, c'est qu'il y a une triptyque du marketing B2B qui est un combo LinkedIn, YouTube, newsletter. Est-ce que tu peux juste expliquer pourquoi, et est-ce que tu as théorisé ce truc ou c'est un truc que tu as lu juste pour bien comprendre, tu vois? Parce que ça peut être hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent. Alors, d'ordre général, quand je dis quelque chose, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est plus quelque chose que j'ai expérimenté. Ok, Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que mon contenu marche, en fait. C'est parce que les gens savent que c'est pas quelque chose que je répète ailleurs. Donc déjà, ça s'inscrit dans un playbook plus global de B2B marketing où en gros, si tu veux faire de la performance en B2B marketing sur un SaaS ou une agence dans les prochains mois ou un AI agent, il faut en gros avoir c'est une formule assez simple, c'est créer du contenu de qualité at scale.
Donc, beaucoup de contenu, premièrement. Deuxièmement, être en capacité de collecter de l'intent, donc savoir en fait qui est intéressé par ton offre en analysant tous les intents qui sont possibles d'analyser. Et troisièmement, warm outbound. Donc, quand tu as ces trois fonctions en interne, tu es en capacité de générer de la performance. Donc, et la triptyque LinkedIn, newsletter, YouTube, c'est la composante numéro 1 de la formule que je viens d'évoquer, qui est le contenu at scale. Donc, ce qu'il te faut, en fait, pourquoi c'est bien? C'est parce que tu as LinkedIn avec du flux, comme t'expliquais, où tu vas avoir beaucoup de visibilité. Tu peux te positionner en tant que thought leader, tu peux faire la promotion de ta boîte, générer de l'autorité, de la trust, enfin, c'est vraiment parfait. Par contre, ça peut manquer de profondeur à cause de l'instantanéité et du fait que ça disparaît rapidement dans le feed. Donc, il te faut une newsletter pour vraiment avoir un propos un peu plus approfondi, que les gens vraiment comprennent ce que tu expliques en profondeur. Et troisièmement, la vidéo YouTube, elle va renforcer le côté expert plus le côté éducatif en vidéo, donc ça augmente aussi la trust. Et en gros, quand tu fais les trois en même temps, ça marche. Mais moi, j'ai tous les tests que j'ai fait sur tous les clients, ça marchait super bien. En fait. Mais du coup, j'ai quand même une question, c'est est-ce que, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent là, qui se disent: «Ouais, mais en fait, mon métier, c'est pas faire de la com et puis j'ai pas forcément le budget pour déléguer entièrement à une agence. Même si je déléguais d'ailleurs, est-ce que j'aurais, le la personnalité pour faire des vidéos YouTube et cetera?» Est-ce qu'on peut faire ces 3 choses? Donc le at scale, collecter de l'intent, c'est-à-dire je traduis, de l'intention d'achat et faire, ensuite, du warm inbound, c'est-à-dire que Ouais. ça veut dire qu'en fait, tu vas aller, contacter des gens qui ont interagi avec les contenus, c'est ça? Enfin, on Ouais. pourra réexpliquer, mais ça, est-ce que tu peux pas les faire avec que LinkedIn, par exemple? Si tu peux le faire qu'avec LinkedIn, mais le YouTube plus newsletter, ça va tout simplement dupliquer les résultats. Il y a beaucoup je te donne un exemple. Je dois avoir plus 100, 120 followers par jour sur LinkedIn. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de YouTube. OK. Parce que je fais des vidéos à propos de LinkedIn aussi, donc c'est très lié évidemment. Mais donc il y a ça premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui me disent ah je suis ta newsletter depuis longtemps. Ensuite, au niveau de la production de contenu, tu as des synergies entre les canaux, comme j'ai expliqué, tu vois, un post LinkedIn devient une newsletter, la newsletter devient une vidéo YouTube. Par contre, en effet, dans l'ordre, il faut commencer par LinkedIn, ensuite newsletter et ensuite YouTube, idéalement. OK. Et si tu n'en fais que un, je conseillerais LinkedIn ou YouTube. Mais la newsletter, parce il faut ramener les gens sur ta newsletter vu que c'est pas un réseau social. Quoique c'est en train de changer avec Substack, on peut en parler. Et c'est là où Substack va gagner par rapport à ses concurrents. Mais Ouais. voilà. Et sur l'intent, c'est assez facile à comprendre. En gros, imaginez-vous, vous allez à une conférence, vous donnez une conférence, il y a 100 personnes dans la pièce, vous faites un pitch. Donc le pitch, c'est votre contenu en soi. Vous faites une présentation de 5 minutes par exemple, et à la fin, vous dites qui est intéressé. Et les gens lèvent la main. Et dans ce cas-là, c'est assez facile de voir qui est intéressé. Et c'est là, tu as l'intent des gens, tu peux savoir qui est intéressé. Mais quand tu transposes ça sur LinkedIn ou sur Internet, en gros, où il y a des milliards de personnes, ben, c'est beaucoup plus dur de savoir Bah, ouais. qui est intéressant et qui est intéressé et qui lève la main. Donc c'est là où le composant de la formule, donc qui est l'intent, est très complexe. Et il y a beaucoup de boîtes qui galèrent juste sur cette partie-là. Mais comment tu fais? Parce que moi, par exemple, sur LinkedIn, j'ai remarqué un truc, c'est que, ça fait un moment que moi, mes clients, j'en ai beaucoup qui viennent de LinkedIn et la plupart des gens que j'ai en rendez-vous, justement, c'est des gens que j'ai jamais vus ni liker ni commenter des posts. En fait, c'est plutôt des gens qui sont silencieux, qui viennent me voir, mais enfin, eux, ils me voient depuis longtemps, mais pas inversement. Et donc, c'est extrêmement difficile. Il y a une sorte de myopie marketing sur LinkedIn, et je sais pas si c'est pareil sur les autres réseaux, mais qui consiste à croire que, ah oui, c'est les gens qui likent et qui commentent qui vont être mes clients. Non, non, en fait, ces gens-là, ils représentent moins de 1% de la masse, qui est surtout silencieuse. Et la plupart des clients, en fait, tu les as jamais vus. Eux, ils ont Tout vu. à Donc, fait. comment tu fais, tu vois, pour savoir? Enfin, je comprends pas comment on peut le mesurer. D'ailleurs, c'est super important dans votre stratégie de contenu. Il faut bien comprendre qu'il y a audience et votre cible, l'ICP. Et en Ouais. gros, votre ICP est dans votre audience, mais vous faites aussi du contenu pour votre audience. Comme ça, ils commentent
Et in fine, votre ICP voit votre contenu et peut-être il y a de l'inbound à ce niveau-là. Donc sur LinkedIn, pour répondre à ta question, l'essentiel, c'est les visites de profil, honnêtement. En fait, quand quelqu'un visite ton profil, tu gagnes dans tous les cas. Premier cas, il t'envoie un message, tu as un inbound link, tu as gagné. Deuxième cas, il clique sur un de tes liens et ensuite il va sur ton profil et tu le retarget, tu fais du retargeting, Meta Ads, YouTube Ads, etc. Donc tu le récupères en retargeting. Ou troisième cas, la personne s'en va et t'as la notification, enfin avec LinkedIn Premium, tu sais que la personne a visité ton profil. Hmm. Donc ça, c'est le meilleur en B2B. Il n'y a pas mieux que juste ce que je viens d'expliquer en soi pour l'intent. On est d'accord. Après, KPI numéro 1 de LinkedIn, les visites de profil. tout à fait, tout à fait. Après, aux US, tu peux avoir t'as Airbnb par exemple, tu sais en live qui est sur ton site web, et t'as un ICP feed check et ça peut être push sur ton Slack pour savoir qui est en train de visiter ton site web à ce moment-là. Mais ça n'existe pas en Ok. France, en Europe enfin par rapport à la RGPD. Et donc c'est que aux US. Et sinon, tu as les engagers, mais le problème avec l'engagement, c'est que tu vas plutôt aller voir sur ta newsletter les, les forwards, par exemple, qui a partagé la newsletter à son équipe, par exemple. Ok. Et après, tu dépends beaucoup aussi de tout ce qui se fait en dehors de ton contrôle, tu vois. Les communautés, les Slack internes, ton post qui circule, tu sais pas trop où. Et ça, c'est très difficile de connaître l'intent. Ok. Donc l'intent, Faut toi, tu arrives à donc l'intention d'achat. Enfin, quand on dit qu'il y a une intention, pas forcément d'achat, mais en tout cas de contact. Toi, ce que tu disais tout à l'heure, que tu mesures pour les entreprises que tu accompagnes avec ton agence Content Pass, c'est tu vas suivre par exemple sur LinkedIn les visites de profil et sur une newsletter les visites plus partage. Tu vas essayer de quantifier comme ça, quoi. Ouais, donc sur l'agence, on fait que du LinkedIn et on utilise Trigify. C'est un outil. Pour l'engagement, par exemple, on va regarder qui a engagé et on va faire un prompt pour savoir s'il y a un ICP fit ou pas. Et s'il y a ICP fit, on dit à notre client, bah, tu devrais contacter cette personne. Ou on le fait pour eux, parce qu'on a une option pour le faire, tu vois. Ok. Et ça marche très bien. Et les visites de profil, c'est encore plus puissant, en fait. Et Ok. après, tu dois coupler ça aussi avec du warm outbound, comme j'expliquais. Tu peux faire soit des emails, ou tu peux faire du LinkedIn ou WhatsApp aussi, honnêtement, ça marche très bien. Juste pour que les gens comprennent, warm outbound, pas sûr que tout le monde comprenne à fond les Ouais, anglicismes. On est sur de la prospection à chaud, c'est ça? C'est-à-dire tu contactes quelqu'un dans un tiède. timing où elle vient d'interagir avec toi, c'est ça? Ça serait plutôt tiède, on va dire. Ok, Ça vient en opposition du cold outbound, ouais, cold email, qui honnêtement marche toujours, mais qui est plus complexe parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'IA. Les gens en ont vraiment marre, ras-le-bol de recevoir des emails, du cold email. Donc le warm email, c'est typiquement quelqu'un qui suit ton contenu depuis un mois et qui a donné des signaux, comme je viens de l'évoquer, une visite de profil ou deux, il est sur ta newsletter, il a laissé un commentaire. Là, c'est du warm outbound. Et hot outbound, ça n'existe pas vraiment, je crois, mais ça serait typiquement quelqu'un qui a vraiment montré des intentions d'achat. ok, ok. Merci beaucoup pour l'explication sur la triptyque du marketing B2B. Écoute, moi je suis content parce que j'ai LinkedIn, newsletter, et alors j'ai pas YouTube, mais j'ai un podcast qui va sur Podcast, YouTube, c'est bon. donc j'ai presque la triptyque complète. J'ai pas des vidéos dédiées comme toi tu fais, mais, Le euh, podcast est fort aussi. mais le podcast, ouais, je remarque en tout cas que le temps est mon ami parce que plus le temps passe, plus les contenus s'empilent, c'est cumulatif et plus ça me ramène quand même des gens aussi. Ouais, c'est très long Euh, terme le podcast. ouais, faut être patient, faut le faire pour d'autres raisons qu'une acquisition à court terme. Faut le faire parce que les vraies raisons, c'est que ça fait du réseau, ça fait des super rencontres, ça fait du contenu et Tout à donc fait. effectivement. Après, je pense qu'il y a moyen de le faire de manière plus agressive, mais ok, super intéressant. J'ai quand même une question, une question, une question cash, si tu es d'accord. C'est Mhm. que toi, ça fait plusieurs années que tu fais du contenu. T'as fait du paid et puis tu as dit bah, je suis passé à l'organique, en tout cas au marketing de contenu, parce que c'est plus efficace.
Mais combien, par exemple, si on prend ton agence, combien tes contenus arrivent à te rapporter en moyenne, tu vois? Combien on peut espérer? Les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ok. Juste sur le paid ad, j'en fais toujours en retargeting OK. surtout. C'est très, OK. c'est très utile dans le playbook. Ensuite, sur le contenu, bah, moi, tous les business que j'ai fait, notamment Red Hot, où on était passé de 0 à 1 million en 14 mois, tout était basé sur le contenu, en fait. On faisait des posts LinkedIn, on était invité sur des podcasts et après newsletter. Donc, on a Ouais. vraiment basé la boîte là-dessus, honnêtement. À l'époque, ça faisait beaucoup d'impressions sur LinkedIn aussi. Donc, ça a aidé. Ensuite, moi, mes formations, c'était que de l'organique, je faisais pas de paid ads. Donc, en gros, ce que je faisais, c'est les personnes s'inscrivent à ma newsletter et je vends via ma newsletter ou je fais des launchs. Quand tu vends de la formation, il faut vraiment faire des launchs ça, et des promos, ça repose beaucoup là-dessus. Ouais. Donc là, il y a une corrélation directe aussi. Et là, sur l'agence, donc on a lancé en janvier, là on arrive à 40K de MRR. On OK. fait ça progressivement. On veut être à 90K de MRR en fin d'année, en décembre. Et là, le post de lancement que j'avais fait, on avait eu 40 leads qualifiés, on avait eu 20 calls et on en a closé pas mal là-dessus. Donc, sur les posts que j'appelle offres, il y a une corrélation directe en fait. Moi, comme je disais, Authority First Framework, tu as 70% d'autorité, 15% de personal brand ou de brand et 15% d'offres. Et quand tu fais un post d'offre, puisque tu as déjà donné 5 fois, le ratio c'est tu donnes 5 fois, tu demandes une fois, ben en gros, ton post offre génère, normalement si tu as bien fait les choses, ça va générer de l'attraction. Donc sur un modèle sales-led, c'est assez facile. Tu vois le nombre de, tu vois le nombre de calls qui sont bookés via ton post. Tu peux Ouais. faire des liens, tu peux traquer avec les liens. Nous, on utilise iClosed et Calendly aussi des fois quand on veut pas trop traquer. Et voilà, on traque tout à ce niveau-là. Et enfin, pour être précis, Calendly, c'est quand c'est plus dans le réseau, mais quand c'est sur plus du warm ou du cold, on va utiliser iClosed. Ouais. Et, Donc toi, sur le parcours, juste pour que les gens se rendent compte, toi, tu as déjà une audience bien installée, donc tu fais beaucoup de contenu expert, hyper utile, hyper fouillé, hyper dense, et donc ça apporte beaucoup de valeur. De temps en temps, tu fais un contenu où tu te montres un petit peu quand même, mais ça, c'est relativement récent, j'ai l'impression, contenu personal brand, où tu racontes ton histoire, on peut se connecter émotionnellement avec toi, on se souvient aussi de toi et de ton visage, c'est important. Et de temps en temps, tu fais un contenu offre, c'est-à-dire tu parles de ton offre et là, ça fait des leads. Mais le chemin, c'est quoi? C'est que les gens, ils voient le post, ils vont sur ton profil, ils prennent un canal ou tu mets carrément un appel à l'action dans le post? C'est quoi le parcours que tu as identifié, tu vois? donc pour vendre avec le contenu, il y a trois choses différentes. Premièrement, il y a voilà le post offre où tu vas mettre un CTA directement. Là, j'avais mis voilà réserver un appel sur notre site. Donc c'est du hard CTA en gros. Ok, Deuxièmement, il y a quelque chose de plus organique, naturel, où tu vas mettre sur ton LinkedIn, tu vas mettre des liens dans le featured section ou dans ton lien en haut, là, en haut de ton oui, profil. Et troisièmement, il y a le social selling, appelé setting aussi, où tu vas bah, parler sur les réseaux à des prospects potentiels comme je disais, qui ont engagé avec ton contenu, qui ont visité ton profil, etc. Ça, c'est les trois choses qu'il faut faire. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui juste postent du contenu pendant 2 mois, même un peu moins, un mois, et qui disent, ah, ça marche pas pour moi. Et ils arrêtent, tu vois. Donc, ils n'ont pas mis de CTA, soit peut-être ils ont fait du mauvais contenu sans stratégie, mais souvent c'est parce qu'ils n'ont pas fait de post-offre, ils n'ont pas fait de social selling et ils n'ont pas bien optimisé leur profil, tu vois. hmm, Et ok, donc pour vendre directement sur LinkedIn, c'est ces trois choses qu'il faut faire. Mais il faut pas ok. juste en faire un des trois, il faut faire les trois. Ok, ok, toi tu recommandes de carrément faire les trois. Faire les Les bons posts offres avec carrément parfois un appel à l'action dans le post quand c'est un post off. trois. Les Mhm. bons liens sur le profil pour que ce soit pensé le profil comme une étape dans un parcours client et cette étape doit convertir vers une sortie qui est unique et donc il y a un appel à l'action unique par exemple vers le site et la présentation de l'offre et du setting, c'est-à-dire envoyer des messages aux gens qui ont interagi avec les contenus. Ok, intéressant. Moi, je pensais que tu faisais du 100% enfin, que tu faisais pas forcément de setting, toi, tu vois, même. Alors, Hem
En gros, ça dépend de combien de leads tu arrives à avoir en inbound. Donc, si tu arrives à avoir t'arrives à remplir tous tes objectifs juste en inbound, bah, t'as pas besoin de, tu vois, de faire du social selling. D'ailleurs, je préfère social selling que setting. Je trouve que le Ouais, setting, ça a une connotation trop infoprenariat que j'aime pas oui, trop. Mais c'est je vrai. dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent ce mot, qui l'utilisent. Moi, je dis social selling, je trouve ça plus élégant. Ouais, Et en gros, bah voilà, si tu vois que t'arrives à faire que de l'inbound leads, bah parfait. Par contre, dans ce cas-là, tu peux te dire, ok, bah si j'ai envie de grossir, je peux rajouter le social selling en plus, et là, j'aurai ouais, encore plus de calls, tu vois. OK. Oui, je posais la question parce que pour moi, ma logique, enfin, dans ma logique, ton setting, ou ton social selling, en tout cas le fait de contacter les gens proactivement, pour leur vendre quelque chose alors que tu as identifié qui sont potentiellement intéressés, bah, ça va beaucoup mieux marcher si tu fais déjà tout le reste, si tu fais déjà du contenu qui apporte de la valeur. Parce que, bah, tout simplement, moi, je pense que s'il y a 2 marketeurs B2B qui me démarchent, bah, si l'un des 2 c'est Pierre Hubel, et bah, Pierre, je vais lui répondre parce que tu m'as déjà apporté 10-12 fois de la valeur, parce que tu fais des contenus depuis un petit moment. Alors que l'autre qui fait son setting, mais qui a jamais rien posté sur LinkedIn et qui a un profil pas à jour, dire: Ouais, «Non, non, c'est qui lui?» Je vais pas lui répondre. Donc voilà, j'ai l'impression que plus c'est proactif et plus on rentre, en contact, un peu proche de la vente avec les gens, plus c'est intéressant, plus on a un taux de conversion qui augmente, enfin, plus le taux de conversion qui augmente est corrélé au bon contenu. En fait, pour moi, c'est hyper complémentaire tout à fait. et ça marche mieux dans cet ordre-là en faisant déjà du contenu, quoi. Tout à fait, ouais. Euh, Tu peux pas, en fait, vraiment faire du social selling sans poster du contenu. Tu peux, mais c'est beaucoup plus complexe, c'est moins performant. Et tu vas tomber tu vas chercher à faire du volume où tu vas envoyer plein de messages non personnalisés et ça marche moins bien. ouais, merci pour l'éclairage. Je pense que ça peut aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en faisant des campagnes automatisées directes. Moi, j'ai des gens, hein, des clients qui disent: «Ah bah, j'ai déjà essayé d'envoyer, de créer des campagnes automatisées, ça a pas marché». Je leur dis: «Bah oui, mais en fait, vous créez pas de contenu encore, vous postez pas, donc personne sait, c'est pas chaud en fait. Personne sait, qui vous êtes, C'est du donc call, c'est faut compliqué faire. d'avoir». C'est ça, c'est du cold et pas toujours bien adressé. J'ai quand même une question, parce que là, c'est bien, on ouvre plein de tiroirs. Moi, ça répond à plein de questions. J'espère que c'est clair pour les auditrices, auditeurs. Moi, il y a plein de trésors, mais il y a quand même un énorme mystère, parce que c'est trop cool. Tu nous partages ton framework, ton Authority First framework, où tu racontes que sur, sur 10 postes, tu en as 7, donc 70% de postes qui font de l'autorité, des postes ultra experts. Donc toi, Mhm. tu fais des postes sur du marketing B2B. Tu vas avoir après moitié-moitié, en gros, allez, on va dire 2 postes personal brand, et puis où tu racontes toi, ton parcours, ce que tu as appris, etc. Puis ensuite, un poste offre, tu vois. Ouais. Et tu peux alterner un petit peu, tu peux mixer un peu, mais globalement, c'est ça. Euh, je voudrais comprendre, en fait, comment tu as fait toi pour exploser en ligne avec ce framework. Je m'explique, c'est que là, maintenant que toi, tu as une belle autorité, mais ok, on sait que tu es fort en marketing B2B, donc quand tu fais un post expert, on te lit, tu vois. Parce que bah voilà, c'est Pierre Hubel, on le lit, tu as une autorité installée. On va écouter en conférence un gars qui a déjà une autorité, quoi. On va pas écouter un gars qui n'a pas d'autorité. Mais quand on se lance, et quand toi, tu t'es lancé, tu vois, comment tu as fait pour exploser en ligne sans montrer ta tête, sans parler de toi? Parce que pour moi, il y a ce truc qui est d'ailleurs prouvé si tu as fait du paid ad et du social ads, c'est que quand on fait des A/B tests, moi j'ai fait beaucoup de Facebook ads, Insta ads, dans une autre vie avant. Bah, en fait, les visages, et c'est même les neurosciences qui le confirment, ce qui convertit, c'est les visages, tu vois? Et Mhm. donc, sur LinkedIn, bah, le fait de montrer son visage, en fait, c'est pas forcément pour raconter sa vie ou mettre des selfies, c'est parce que ça crée plus facilement de la mémorisation, dans le temps. Ouais. Et quand on démarre, c'est super dur, je trouve, de pas se montrer, presque de se cacher derrière de l'expertise. Comment t'as fait, toi? Qu'est-ce qui t'a fait exploser en ligne? Je comprends pas, tu vois? Ok. Bah, je vais faire une petite rétrospective. Quand j'ai commencé Ouais, en janvier 2022, j'ai fait beaucoup de tests OK, où j'ai parlé de beaucoup de sujets différents et j'ai mis du temps avant de trouver mon positionnement. J'ai même parlé de management, tu vois. Et en fait, OK, il faut être connu pour le plus important, en fait, dans le contenu, c'est que ton contenu te positionne sur une expertise précise. En fait, là, une personal brand, en gros, c'est tout simplement que ton nom soit rattaché à une expertise, à un sujet,
et qu'un sujet, une expertise soit rattachée à ton nom, en gros. Et toi, c'est à quel sujet que tu veux être attaché? Ben, au début, justement, je savais pas si je reviens dans la Ouais, rétrospective. Et je testais plein de choses. Et après, on a fait une agence de growth. Donc, j'étais sur B2B growth marketing. ouais. Et après, j'ai eu des momentum. J'ai même eu un post qui a fait 6,7 millions de vues. Wow. Et j'ai perdu ce momentum parce que je me suis reposé sur mes lauriers, tu vois. Et j'ai eu vraiment plein de phases où j'avais pas du tout d'engagement et j'ai continué quand même. Donc c'était dur, hein, vraiment. Et ça a très bien pris à un moment très précis. C'était en juin 2023. J'ai commencé à faire ma newsletter perso et j'ai commencé à faire des infographies. Donc, et j'ai fait une stratégie de contenu dédiée en fait. Je me suis posé, j'ai vraiment fait une vraie stratégie de contenu avec des vrais piliers de contenu, un ennemi, un point de vue, Ouais. une narrative, un positionnement contre l'ennemi, vraiment quelque chose d'abouti. Et ça, c'est un truc que j'apprends dans le cours que je fais, Authority First vraiment. Et en gros, j'ai commencé aussi à faire des infographies parce que j'étais designer de métier, enfin, je sais faire du design, quoi, depuis longtemps. Et je pensais que les designs, c'était autre chose et que j'allais pas le mettre dans LinkedIn, tu vois. Mais quand j'ai commencé à faire des infographies, je me suis détaché, en fait, de ce qui se faisait à ce moment-là. Et après, d'ailleurs, ça a lancé une trend, enfin, pas que moi, évidemment, mais il y a eu la trend des infographies qui est toujours en cours. Et la newsletter, ça m'a permis en fait d'avoir des insights qui étaient plus approfondis parce que j'écrivais plus longtemps et donc ça structurait ma pensée. Hmm. En gros, pourquoi ça a marché? Un, c'était des insights uniques, donc quelque chose qui n'était pas répété partout. Il n'y avait pas trop l'IA aussi à cette époque, hein. Deuxièmement, c'était un point de vue unique. Tu vois, je parlais du Authority First Framework, je m'opposais au tofu, etc. Au tofu. Et Ouais. pas la nourriture, hein, le framework. Le tofu, mofu, bofu, qui veut dire, pour celles et ceux qui le découvrent sur cet épisode, top funnel, middle funnel, bottom of funnel. C'est des contenus à 3 niveaux, des contenus qui parlent à tout le monde, des contenus qui parlent à ses pairs ou à son secteur, et des contenus qui parlent qu'à sa cible. Voilà. J'étais en Cherchez, opposition à ce voilà, modèle-là cherchez, vous trouverez facilement. qui est dans le marketing digital qui c'est autorité. Et troisièmement, format unique. Donc en fait, ce que je Ok. conseille, c'est, ouais, pour répéter, c'est insight unique. Donc une Ouais. insight, en gros, c'est quand vous écrivez quelque chose, vous êtes comme un journaliste, en fait, en quelque sorte, et vous allez vous demander de quoi je vais parler, premièrement, et deuxièmement, ça va être quoi mon angle. En journalisme, le journaliste, il va toujours venir, ah, il y a cette news, regarde. Et l'éditeur, il va répondre, what's your angle? C'est quoi ton angle, en fait? Ton point de vue sur la news pour pouvoir donner une couleur et que ça soit quelque chose qui sort de l'ordinaire, en fait. Donc, insight unique, point de vue unique. En gros, un point de vue, c'est une fois que tu as analysé beaucoup d'informations, admettons 100 data points, tu vois. Un data point, c'est une news, une donnée précise, etc. Quand tu as analysé tout ça, tu vas identifier quelque chose d'un peu plus macro où tu vas avoir des tendances. Et ces tendances-là, elles vont te permettre de créer un point de vue. Et ce point de vue, tu peux même lui donner un nom. Tu vois, par exemple, le vibe coding, c'est quelqu'un qui, je sais plus qui c'est exactement, mais il est assez connu. Il a analysé ce qui se passait. Il a dit, mais attends, là, il y a tout le monde qui est en train de commencer à coder avec l'IA. Il a donné son point de vue que c'était le futur et il a appelé ça le vibe coding. Et tout le monde a Mhm. appelé ça le vibe coding après. Et maintenant, lui, il est connu pour être le gars qui a appelé ça vibe coding. Ou Simon Sinek, tu vois, il avait le start with the why. Ouais. Oh, c'est son point de vue. Il faut commencer avec le why pour faire du management. Ce concept a été un peu mal transposé au B2B d'ailleurs, petit aparté où les gens essayaient toujours de start with the why et d'oublier complètement les fonctionnalités. Alors que c'est différent dans le B2B, il faut aussi amener des éléments rationnels et tangibles. Et le troisième, c'est le format unique. Parce que si tu fais comme tout le monde, bah, dans le feed, en gros, ton contenu se perd, tu vois. Et si tu répètes tout ce que les autres disent, bah, tu deviens une commodité. Et être une commodité, c'est complètement diluer sa personal brand, en fait. Ouais. Oui, en fait, c'est OK, toi, tu essaies de t'éloigner au maximum de contenus, génériques ou de contenus qui pourraient être aussi aujourd'hui,
pondu grâce à une IA, quoi. En fait, toi, Exactement. ta triptyque de points de vue, d'insight et de style graphique, dans le ton et dans le design, font que tu peux plus difficilement être copié. Et en plus, maintenant, tu as une audience et tu es connu pour ça. Donc, même si quelqu'un fait ton. On en parlait tout à l'heure, tu t'es fait copier Tout ton, le temps. ton iceberg of marketing. En fait, tout le monde sait que c'est Pierre Rubel. Mais du coup, tu as quand même un unfair advantage sur le design. Hein. Si j'ai bien compris, tu es quand même designer à la base. Parce que Designer, ouais. tes designs, ils sont quand même chambés. Merci. Ouais, Ok, je design depuis. Mais c'est marrant parce que même quand je révisais le bac, je faisais des infographies sur les fiches Bristol, en fait, pour te ok, dire. ok, Donc, en 2008, quoi. ok. En Donc là, ouais. 2011, pardon. Donc, je ou 2009, je sais plus. Mais oui, je fais du design depuis longtemps et je recommande aux personnes qui postent sur LinkedIn d'analyser leur stack de compétences Hmm. et pour la carrière en général de faire du skills stacking. Donc en gros, au lieu de se dire OK, cette compétence là j'utilise dans ce cadre-là, cette autre compétence dans un autre contexte, et ben décide de tout rassembler et de construire soit votre boîte, soit votre carrière sur ce stack de compétences en fait. Donc c'est en gros, c'est assez connu chez les conseillers d'orientation, c'est de faire un bilan de compétences et de croiser, tu vois, les informations pour pouvoir avoir ton stack. Ouais, ouais. Ok, ben franchement brillant parce que c'est vrai que les fiches, bah voilà, moi je sais pourquoi je suis nul en design, quoi. Moi mes fiches étaient mais illisibles. Mais tu sais, Phil Euh, Bristol aussi, évidemment. alors moi c'était des fiches pas forcément Bristol et c'était tout. Je fais toujours pareil, tout au crayon papier. Donc c'est vraiment c'est minimaliste. Donc moi j'ai un indicateur, c'est que si il faut que je fasse du design, il faut que je fasse un truc minimaliste. Je Ok, pourrais ouais. jamais, c'est pas moi de te copier, enfin en tout cas de faire comme toi des trucs hyper précis avec des codes couleurs et tout. Je mettais pas de couleurs sur mes fiches. Mais Après, donc ok, t'as les pardon. carousels aussi, hein. T'as les Ouais, carousels, t'as les vidéos, t'as plein de trucs avec. bah ouais. Ouais, ouais, mais je déteste les carousels, mais tu vois, Ok. Ouais, je déteste parce qu'en fait, ça me prend du temps. Moi, c'est tellement un point de faiblesse que l'investissement est tellement fort et les quelques-uns que j'ai testés, j'ai mis tellement 1 heure à les faire pour qu'au final, ce soit mes pires posts ouais. que je me dis, bon, il va falloir quand même que je m'y mette, hein, que j'essaie de craquer le truc, mais j'y suis pas, quoi. C'est un point de douleur. Donc, hyper intéressant aussi, t'as quand même utilisé tes points de force et, très bien. Tu as dit qu'on pouvait dépasser un peu, Pierre, parce Ouais. qu'il est déjà l'heure, mais on était en plein move là. On va tranquillement se diriger vers les questions de la fin. Ok. Il y a quand même, si, il y a quand même 2 questions encore un peu dans le dur là que je voulais te poser. C'est que ouais, tu as quand même tout à l'heure parlé de contenu at scale, c'est-à-dire il faut faire du volume. Et quand on parle de générer des revenus pardon, avec du contenu, ce que tu fais très bien pour toi, 40 000 dollars de revenus mensuels moyens pour une agence, ça commence à être bien. Et en plus, je sais que tu le fais aussi pour toi, ton business à côté, et tu le fais pour tes clients. Il y a un paramètre temps qui entre en jeu, tu vois, parce que c'est quand même un investissement, ça prend du temps. Et donc, il y a du volume. Et donc, comment tu fais malgré le fait que tu aides les gens à faire beaucoup de contenu, pour les convaincre d'avoir une approche long terme, tu vois. Tu vois, tu Euh, recommandes quoi comme intensité d'ailleurs? En fait, ça dépend déjà de l'interlocuteur. Donc, quand je parlais de la formule gagnante en marketing B2B sur Content at Scale, ça sera plus pour voilà, une boîte plus avancée, un SaaS, une agence. Si c'est un solopreneur, tu vois, juste faire des posts LinkedIn, ça va être très bien. Après, je, en fait, si tu veux faire du chiffre d'affaires, faut faire du volume, en gros. Il faut, parce que si tu restes sur ta content stratégie, ça va forcément renforcer ton positionnement. Le volume, en fait, la multiplication des touch points, ça va forcément renforcer ton positionnement. Parce que les gens ont besoin de répétition pour pouvoir comprendre ce que tu fais. Parce que quand toi, tu postes quelque chose sur LinkedIn, la semaine suivante, imagine, tu dois poster sur le même sujet. Tu vas dire, ah ben non, j'ai déjà posté la semaine dernière. Mais en fait, pour toi, tu as passé 2 heures dessus, mais eux, ils l'ont vu 10 secondes dans leur feed, en fait. Mhm. Et ils ont oublié, en fait. Donc, tu dois répéter avec plein d'angles différents. Donc, si tu peux poster tous les jours, pour moi, c'est bien. Enfin, pas forcément le week-end, tu vois. Quoique le week-end, tu peux aller toucher des CEO qui sont trop occupés en semaine. C'est mieux, en fait, de faire du bon volume
que de faire pas trop de posts. Après, tu as des gens qui performent avec peu de contenu, mais ils montent pas des gros business, tu vois. Quand tu veux montrer un gros business, tu dois faire beaucoup de volume en contenu. Beaucoup de vidéos Et, YouTube, beaucoup de newsletters, beaucoup de posts. et alors moi, j'ai la question pour un dirigeant dont la société tourne déjà bien sans le contenu, tu vois. Souvent, un dirigeant, il n'a pas forcément comme enjeu de... Enfin, tu vois, moi, j'en ai plein qui disaient non, non, moi, je veux pas poster tous les jours. Par contre, je veux une présence, tu vois. Hum. Là, enfin, toi, tu accompagnes aussi des gens. Moi, j'accompagne des gens qui ont parfois cet enjeu-là, juste de développer une présence et une autorité, mais en cultivant une certaine forme de rareté dans la présence. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que non, c'est complètement débile ou c'est. Enfin, tu vois, je me posais la question parce que certains veulent pas, en fait, Ouais. être là tous les jours. Ça, ça dépend si c'est une question d'ego ou de stratégie. Si c'est Ok. une question d'ego, ouais, moi, il faut pas trop que je me montre. Je suis quelqu'un de mystérieux. J'ai pas le temps pour ça, tu vois. Ça, je peux pas commenter en soi, tu vois. Par contre, si c'est une stratégie, par exemple, tu es dans le luxe ou tu es un grand patron du CAC 40, si tu postes tous les jours une infographie, ça va commencer à être bizarre, tu vois. Ouais. Ça va dépendre de ta stratégie. Je te donne des extrêmes, hein, mais pour vraiment faire passer mon point. Par contre, si tu es dans une logique où tu es un fondateur, tu as un SaaS et tu commences à poster 3-4 fois par semaine, c'est pas choquant en fait. C'est une bonne Ouais. stratégie. Parce que moi, je suis pas dans le personal branding en soi. J'aide pas. Moi, ce que je fais, c'est que je crée des stratégies de contenu qui sont des canaux d'acquisition en fait, qui sont des revenue channel, on appelle ça avec mon agence. Donc on n'est pas là pour faire du RP, tu vois. On n'est pas là pour que tu aies une image, une bonne image ou quoi que ce soit. C'est vraiment un canal d'acquisition. Donc dans ce cadre-là, on fait du volume. Mais après, Ok. quand je te dis volume, on garde la qualité et on a des clients où on poste plus 3 fois par semaine, à 12 posts par mois aussi. T'es pas obligé Ok. de bombarder tout le temps. Moi, je poste tous les jours, par exemple. Sauf le Ouais, ouais. samedi, souvent je skip. Même le dimanche aussi, je poste. Ok, ok. Et ouais, toi, j'ai vu que tu avais un gros rythme et que tu recyclais souvent. D'ailleurs, les posts du week-end, c'était des posts recyclés, Ouais, il me semble. T'as parlé, dernière question dans le dur, et puis après, j'ai quelques questions plutôt du tac au tac. T'as ok, quand même parlé d'IA tout à l'heure. T'as dit, mais quand je me suis lancé, il n'y a pas trop d'IA. Maintenant, il y a plein d'IA. Toi, ouais, comment tu utilises l'IA pour tes contenus? ouais. Alors, sur l'IA, déjà, il y a un sujet macroéconomique qui est vraiment très important et il faut vraiment étudier ce sujet. Surtout pour les personnes qui ont des boîtes, pour les solopreneurs, c'est un peu différent, mais il faut vraiment étudier ce sujet. Pour les marketeurs, il faut progressivement s'orienter vers ce que j'ai appelé full stack AI marketer. Donc j'ai écrit une newsletter là-dessus récemment. Euh, c'est où vraiment j'explique ma vision là-dessus. En gros, de plus en plus, on va automatiser toutes les ops et on va pouvoir se concentrer sur la créativité, la strat et le face to face avec d'autres humains, quoi. Et donc, dans ce cadre-là, tu vas avoir deux types de marketeurs. Tu vas avoir les marketeurs traditionnels et les full stack AI marketeurs. Les full stack AI marketeurs vont avoir tous les jobs. Ils vont être recrutés pour faire le job de 5 personnes. Et en freelance, ils vont rafler toute la mise parce ils vont être en compétition avec des freelances vont être traditionnels marketeurs et qui vont dire, oui, moi, je peux faire ABC. Et le full stack AI marketer, il va te dire, je peux faire tout l'alphabet et 10 fois plus vite et moins cher ou le même prix, tu vois. Donc, en gros, si t'es pas sur ce sujet-là tout de suite, c'est risqué. Après, je suis pas advisor en carrière, il faut faire ses recherches. Évidemment, tu vois, tu dois, mais c'est vraiment un sujet important. Après, sur le contenu, typiquement, moi, je le garde en behind the scene, non en backstage, quoi, où en gros, j'écris pas avec l'IA, mais j'utilise beaucoup pour faire des transcripts, analyser des vidéos que j'ai pu faire, ou même là, sur récap de podcasts, je vais pouvoir sortir des insights, je vais pouvoir les recycler. Donc, c'est plus en backstage, et ensuite, j'écris moi, et je design moi-même. Ok, Euh, Par contre, sur le copy, je sais pas ce qui va se passer. Je pense que rapidement, l'IA écrira aussi bien.
Pour le design, c'est encore un bon designer est largement meilleur Hmm. que le designer AI pour l'instant. Donc Et voilà. pour merci beaucoup pour ta vision et toi, c'est intéressant parce que toi, tu es expert, toi, tu es un full stack marketeur. Pour quelqu'un qui est un dirigeant dont c'est pas le métier, mais bah, il doit développer sa présence, même s'il fait appel à un Pierre et cetera et est-ce qu'il y a des trucs que tu conseilles de jamais déléguer, tu vois? Dans la création de contenu, dans la création et distribution? Qu'est-ce qu'il faut garder, tu vois? Bah, si tu as un ghostwriter, c'est toi qui dois parler de ton point de vue et les idées de base, en fait. Parce que par exemple, un fondateur, il peut pas dire à un ghostwriter, bah, fais-moi une newsletter et des posts sur ma vision du marché du retail là où on sera en 2035. En fait, c'est le fondateur de cette boîte, il doit expliquer sur un call au ghostwriter sa vision, ce qui va se passer selon lui, grâce à toutes les analyses, toutes les rencontres qu'il a pu faire, tu vois. Et donc, la génération des insights, c'est ça que la personne doit garder. Mais ça, c'est assez OK, établi dans le marché du ghostwriting. Les ghostwriters, ils font des interviews des fondateurs, tu vois. ouais et Mais après, comment, ouais, pardon? tu délègues tout le reste en tant que fondateur. Même les commentaires, même les interactions avec les gens, tu vois? Ça, c'est parfois un Ouais, ça, point un c'est peu un sujet. difficile. Moi, c'est pas mon expertise là-dessus. Je OK, suis plus sur la partie contenu que social, etc. Mais j'imagine qu'un fondateur, il a pas le temps de répondre à ouais. tous les commentaires. Je sais pas, tu vois. Toi qui as des milliers de commentaires, tu fais comment? Tu réponds à tout le monde? Tu as quoi comme règle? Je réponds dans les 30 premières minutes. OK, Et après, s'il y a un commentaire très intéressant, mais sinon, je laisse après la première heure en général. OK, OK. 30 premières minutes et après tant pis, quoi. Donc on sait que si on veut une réponse, de ta part et c'est vraiment toi derrière, on a intérêt à être au taquet, quoi. Moi, j'ai pas de Heu, biais sur mon compte de toute manière, donc OK, non mais c'est intéressant, tu vois? OK. forcément. Hem, Ce podcast s'appelle Bonne réputation. Qu'est-ce que tu penses de ta réputation, toi, aujourd'hui? Alors réputation, moi j'avais fait l'exercice, comme je t'avais dit, de demander aux gens ce qu'ils pensaient justement de ma réputation, parce que juste tu peux avoir ton positionnement désiré, comment tu vas être perçu, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est comment les gens te perçoivent, tu vois. Ouais, Donc j'avais demandé, et j'étais tombé sur des mots-clés en fait, sur un champ sémantique assez précis. C'était logique, rationnel, organisé. Euh, et c'était ce que je renvoyais avec, tu vois, le côté très carré des infographies, le côté très méthodique aussi. OK. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, bah, ma réputation est positionnée sur le marketing B2B, c'est assez clair. C'était mon objectif, donc je suis plutôt content. Et voilà, C'est très et intéressant comme exercice, en tout cas, de demander, quel mot vous vient en tête en premier quand vous pensez à moi, dans le champ ouais, professionnel. très vite. C'est l'exercice le plus efficace, je pense. Ouais, super utile. Heu, Il faut demander aux gens autour, les ouais. amis, mais aussi les clients, les prospects et l'audience. Plusieurs typologies de personnes. C'est ça la marque, hein, c'est ça une marque, hein. Une marque, c'est une mémoire sémantique, hein et donc il y a des grosses marques avec beaucoup de moyens, qui le font, hein. Il suffit pas pas besoin d'être un expert pour comprendre que Coca, ils ont voulu, s'installer sur le champ sémantique du happiness, quoi. Hmm. Enfin voilà, on le voit à la télé, quoi. Pardon? Ça a fonctionné apparemment, vu le... Bah, ils matraquent. Bon, bah, voilà, ils ont des moyens pour le faire, mais ouais, c'est intéressant et je pense que ça, on oublie que ça marche aussi avec une marque personnelle et que même dans du B2B et cetera, enfin, c'est très, très, très enfin, c'est très important. Ouais. Hem, qu'est-ce que tu lis pour nourrir ton expertise, Pierre? Alors, mon expertise, elle vient plus de mes expérimentations en soi et sur la lecture. Donc, en fait, j'aime bien les personnes qui font du contenu un peu à l'opposé de ce que je fais. OK, Dans du contenu plus brut, vraiment des retours marché. J'aime bien Greg Eisenberg, premièrement. En fait, en ce moment, il parle beaucoup de startup IA, tu vois. Et c'est quand je le lis, je me rends compte à quel point je suis largué, tu vois. Et qu'il faut vraiment que je m'y mette. Et je m'y suis mis très récemment et c'est vraiment puissant. Il y a aussi euh, Daniel Fazio, j'aime bien. Côté très sales américain. Les deux sont... Enfin non, Greg Eisenberg n'est pas américain, mais il a eu la nationalité récemment, je crois. Mais Daniel Fazio, américain, en gros, il t'explique
comment générer du revenu, tu vois. Si je peux être assez cash sur la partie sales, sur la partie offre, voilà. Ensuite, j'écoute du YouTube, c'est vraiment aléatoire. J'ai plutôt une consommation contextuelle. En gros, quand j'ai un sujet précis et que je dois bosser dessus, je vais taper des mots-clés sur YouTube et je vais voir un peu des créateurs différents. Et par exemple, sur la lecture, quand je devais recruter, construire une culture, j'avais pris le bouquin de Reed Hastings de No Rules Rules de Mhm. Netflix, tu vois. Donc voilà, je vais prendre un bouquin qui va être en fonction de mon contexte. Et sinon, je lis pas énormément. J'ai pas trop de bouquins. Je fais sur Wikipédia des fois. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup déjà pour les Greg Eisenberg, Daniel Fazio. Je mettrai dans les notes de l'épisode pour ceux et ceux qui veulent les découvrir. On a parlé, dernière question, allez, on a parlé avant-dernière, on a parlé cash, on a parlé business, on a fait quand même un épisode un peu hardcore, technique, Ouais. hyper intéressant et fouillé pour celles et ceux qui sont encore là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dernière question un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui te tient à cœur en fait? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans la vie? À titre personnel, c'est plutôt la liberté. Donc liberté géographique, évidemment, en tant que entrepreneur. Donc là, par exemple, je suis en Europe, mais j'habite en Asie et je voyage pas mal. Liberté économique, donc liberté financière, je sais plus comment on dit exactement ça, évidemment. Et liberté aussi de philosophique. Liberté de penser et de pouvoir travailler sur des sujets, euh, tu vois, qui m'intéressent vraiment au-delà du côté économique. Donc, évidemment, tu peux arriver à ça quand tu as déjà une boîte qui tourne, etc. Mais par exemple, là, sujet full stack et marketer, dont je te parlais, pardon, ça n'a pas trop d'importance pour mon business là tout de suite. C'est presque irrelevant, tu vois, mais j'ai envie d'étudier ça. Et j'ai envie de comprendre le contexte macroéconomique, comment ça va impacter la société. Tu vois, le fait que ça va créer, comme les autres révolutions industrielles, ça va créer une nouvelle couche, un nouveau secteur, tu vois, qui sera après le secteur tertiaire. Tu vois, ce type de choses, c'est de la liberté intellectuelle, on va dire. Et tu vois, écrire un bouquin, ce genre de choses, qui c'est très dur d'écrire un bouquin d'ailleurs. Voilà, ce serait plus ça qui me tient à cœur. Mais c'est assez, ouais, c'est personnel. C'est pas une cause de société ou quoi. Après, j'aimerais bien que plus de personnes puissent faire ça, honnêtement. Ça nourrirait beaucoup de personnes. Ouais, merci, merci. Il y avait pas de bonne ou mauvaise réponse, donc le drive de la liberté, je pense que pas mal de gens qui écoutent ce Ouais, podcast se retrouveront dans cette recherche-là et d'ailleurs, c'est jamais évident, hein, parce que moi, pour avoir quitté le salariat, pour être, plutôt solopreneur, je pensais avoir quitté une certaine rat race. Moi, j'ai fait prépa, grande école, grand groupe. Et en fait, tu te retrouves dans une autre rat race, dans une autre compétition. Donc, c'est une question de mentalité. ce truc de liberté peut être enfermant aussi. Enfin, on peut tomber dans des nouvelles prisons. Donc, c'est un truc qui est pas si simple et enfin, voilà, c'est important d'en parler. Euh, C'est perçu comme glamour l'entrepreneuriat, alors que c'est pas glamour du tout, hein. non, Et depuis surtout qu'il y a l'histoire du contenu, de l'audience. euh, c'est sans fin. En fait, l'entrepreneuriat, c'est surtout résoudre des problèmes en permanence, hein. Les problèmes de C'est tes clair. clients, les problèmes sur ton business, les problèmes de ton offre, tes problèmes à toi-même, tes questions en interne, les pensées négatives, résoudre des problèmes en permanence. Et On c'est a, normal. j'ai une sous-question corollaire à ça. Toi, tu l'as trouvé ta liberté aujourd'hui? Parce qu'en postant tous les jours, on pourrait se dire, mais non, mais en fait, ça peut être une prison, quoi. Tu te dis, bah maintenant que je suis à ce niveau, il faut pas que je tombe, et donc faut que je maintienne. Et enfin, moi, j'ai échangé avec pas mal de gens là-dessus qui disaient, en fait, c'est sans fin, quoi. Ouais. Ah ben, Je pense oui, parce que j'aime bien écrire. Par contre, j'ai une certaine FOMO, donc fear of missing out, encore une phrase en franglais, mais en effet, quand ça marche bien, ben t'as plus la peur de pas réussir, mais t'as la peur que ça fail, que ça échoue en fait. Donc tu te retrouves dans un autre type de peur, mais c'est pas de la liberté, c'est plus de la peur de, en gros, ah ouais, j'ai réussi à faire ça, faut que je fasse levier dessus en fait.
Tu vois, quand tu as construit quelque chose et que tu te dis, il faut que je fasse levier à fond, sinon ça sera gâché. C'est plus ça, en fait. Mmh. Ouais, OK, c'est le ah ouais, je comprends. C'est les Ouais, c'est un peu c'est du FOMO ou c'est, bah, c'est plus tu construis, plus tu à perdre, en fait, hein Ouais, et OK, intéressant de comprendre ce qui peut faire peur à un gars dont on se dit: «Bah, 160 000 abonnés LinkedIn, 20-30 000 sa newsletter, c'est bon, il est carré, il est c'est bon, il est nickel, il peut plus rien lui arriver». Mais en fait, t'as bah, toujours pas une du nouvelle peur qui arrive, quoi. Non, En non, pas fait, du tout. Et l'audience, ça fait pas tout non plus. Tu vois, il y a plein d'autres sujets, quoi, dans un business. et dernière question, comment on fait pour te suivre ou te contacter pour t'envoyer un petit feedback sur l'épisode ou bosser avec toi? Alors, bah, Pierre Herubel, Herubel, j'utilise le même nom partout. Donc, LinkedIn, YouTube, newsletter et même mon site, pierrehubel.com. Mais je réponds plus sur LinkedIn, on va dire, quoi. C'est toi qui réponds en plus? Ouais, 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 c'est moi qui réponds. Mais en Bah, fonction du génial. format que vous préférez consommer, ça peut être newsletter, YouTube ou LinkedIn. Top, top, top. Et ben, merci beaucoup Pierre. C'est un plaisir de t'avoir reçu sur Bonne Réputation en français. Heu, c'est j'espère pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à si vous avez des questions, parce qu'on a utilisé pas mal de termes techniques, en tout cas n'hésitez pas à envoyer un petit feedback. Moi, je réponds aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas à poser les questions, les trucs qui vous ont intéressé, les trucs qui vous justement ou peut-être il me manquait quelque chose parce qu'on peut pas aller dans les détails, on peut pas aller dans le fond de tous les détails sur un épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. C'est ça, c'est pour ça que sont faits les épisodes de podcast, hein. D'ailleurs, on n'est pas non plus sur des masterclass où on ressort avec une to-do, on est plus sur de l'inspiration. Pour des ressources plus actionnables, bah, du coup, il y a la newsletter de Pierre sur Substack. Il y a aussi la mienne, le carnet de Mathieu, sur lequel, pareil, j'essaie de rentrer dans le fond des sujets et qu'on ressorte avec, là, pour le coup, quelque chose pour se mettre à l'action. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à me le dire. Moi, je réponds à tous les messages, à mettre 5 étoiles ou à le partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En fait, on s'en moque puisque on est sur Internet. Merci Pierre. Merci Salut. Mathieu, au plaisir Ciao, de. ciao. Ciao.